Bonjour, ici Gillian Kirkland pour La Pêche Média. Le 7 novembre, Guillaume Lamoureux a été réélu pour son deuxième mandat consécutif comme maire de La Pêche. Je me suis entretenue avec lui au sujet de ses priorités pour le nouveau mandat, ainsi que l'accès à l'information et la participation citoyenne. Bonjour Guillaume et félicitations pour votre réélection Bonjour, à la municipalité merci. de La Pêche. Vous avez Merci remporté beaucoup. avec 72% des suffrages, mais seulement 46% de la population a voté. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Oui, définitivement. Puis ça me préoccupe toujours, là, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, là, le taux de participation est malheureusement trop souvent autour de 50%. Puis moi, je me console en considérant qu'au niveau, à l'échelle québécoise, la pêche a quand même fait mieux que la moyenne, là, mais c'est quand même trop peu, là. Dans une entrevue avec le Lodam le 10 novembre, vous avez dit que vous aviez reçu un mandat clair. Quel est ce mandat? Oui. Ben, quand je dis clair, là, vous venez de me poser la question par rapport au taux de participation. Là, c'est clair dans la mesure où les gens qui ont voté, les gens qui ont pris le temps d'aller voter, on fait un choix qui était clair, non seulement par rapport aux résultats que moi-même j'ai obtenus, mais quand je regarde, il y avait 6 membres du conseil qui se représentaient, 2 qui ont été élus par acclamation, puis les 4 autres, là, moi inclus, qui étaient en élection, ont été réélus avec des bons niveaux de soutien. Donc, dans ce sens-là, je considère qu'on a eu un mandat, un bon soutien, un mandat clair, dans le sens que les gens ont voté non seulement pour moi, mais pour des gens qui faisaient déjà partie du conseil municipal de la pêche. Puis, on a un mandat clair dans la mesure où depuis plusieurs années, là, on s'est doté d'outils qui permettent à la municipalité et au conseil municipal de communiquer clairement ce sur quoi il travaille, les orientations qu'il prend. Donc, le plan stratégique, entre autres, là, mais il y a d'autres outils qu'on a publiés aussi, des outils de gouvernance là, qui font état de ces orientations-là. Donc, les gens savent ce sur quoi on travaille, comment on travaille. Donc, je considère qu'on a eu un mandat clair à ce niveau-là. Puis, jusqu'à ce que le nouveau conseil détermine qu'il est temps de revoir, entre autres, le plan stratégique, le plan stratégique largement là, oriente les décisions du conseil. Le plan stratégique, quand on l'a adopté en 2019, on l'a adopté pour une période de 5 ans. Donc là, ça nous donne dans le fond, là, si on était pour l'adopter à peu près à la mi-année en 2023, ça nous donne une bonne année pour un peu plus qu'un an pour réfléchir à la suite, dans le fond, à la révision, etc. Donc, en dehors du plan stratégique, avez-vous des priorités particulières pour l'an 2022? Oui, puis c'est sûr que quand moi j'ai fait une lecture des plateformes électorales des membres du conseil qui sont revenus, là, puis des nouveaux membres aussi, là, des gens qui étaient en élection. Je vois certaines tangences. Je dirais que par contre, dans le retour d'un conseil, là, après une élection, là, ça va assez vite quand même. Par exemple, notre budget doit être adopté au 31 janvier 2022. Donc, ce qui va largement orienter l'exercice budgétaire, c'est les efforts qui étaient déjà en cours, les travaux qui étaient planifiés en 2022, le plan stratégique, etc. Donc, si les gens veulent voir quelles sont nos priorités, là, je les invite à vraiment se tourner vers le plan stratégique. Là, puis on le suit là, assez bien. Là. Au niveau des priorités, je dirais que on va continuer. Tu sais, les orientations qu'on a prises en 2021 au niveau budgétaire là, sont encore pertinentes. Là. Il y a une amélioration là, de la performance municipale à faire au niveau de l'urbanisme et de l'environnement. On s'est monté une bonne équipe, ça demeure vrai. Là. Qu'on doit continuer à travailler à ce niveau-là. Communication, service à la clientèle, au niveau des infrastructures, un rattrapage. Là, on a un déficit d'infrastructures à différents niveaux, que ce soit à l'échelle de l'organisation, à l'échelle communautaire, au niveau de la voirie, etc. Puis, je dirais qu'il y a comme
on peut pas le nier, là, mais aujourd'hui, là, quand on prend un pas de recul, il y a la question de la pandémie, évidemment, qui est un enjeu, on doit y réfléchir dans nos décisions, dans nos orientations, mais la question du logement, la question des changements climatiques. Donc, on doit avoir on doit avoir ces enjeux-là en tête quand on prend des décisions, le temps au niveau municipal qu'à tous les niveaux de gouvernement. Dans le budget 2021, vous avez gelé le taux de taxe commerciale et augmenté le taux de taxe résidentielle de 1,5 %. Envisagez-vous de faire de même en 2022? C'est trop tôt pour moi, pour parler de ça, parce que le conseil, bon, là, ça fait environ un mois qu'on est élu. Puis on entre dans l'exercice budgétaire. D'après moi, la semaine prochaine, on a une première rencontre, puis il y aura, j'estime, probablement 5 rencontres, des rencontres de quelques heures là, sur la planification budgétaire. Donc, je ne voudrais pas parler, je ne voudrais pas m'avancer trop. Je ne m'attends pas à avoir une augmentation drastique là, de la charge foncière des résidents ou des commerçants. Là, puis, si on se rappelle aussi que la pêche, on est dans... il y a eu un dépôt du rôle d'évaluation. Cette année, c'est un exercice du département d'évaluation de la MRC qui est fait à tous les 3 ans. Puis, déjà, on constate qu'il y a une augmentation moyenne de l'évaluation foncière, là, surtout au niveau résidentiel, là, de l'ordre de 13 à 14 %. Donc, évidemment, on va vouloir là, ajuster le taux à la baisse pour pas que l'impact sur la charge foncière des ménages soit trop grand. On veut pas une augmentation moyenne là, de la charge foncière des ménages de l'ordre de 14 %. Donc, on va devoir baisser les taux de taxation en fonction de l'augmentation moyenne de l'évaluation foncière pour avoir une augmentation de la charge foncière qui se rapproche plutôt là, de l'indice des prix à la consommation. Je considère que quand on regarde les dernières années, là, les derniers 4 ans, il y a eu une année où il y a eu une hausse un peu plus élevée, là, de l'ordre de peut-être 5 %. Une année où il y avait différents contextes au niveau de la MRC, entre autres, là, où on a dû prendre un pas qui est un peu plus grand que ce qu'on souhaiterait. Mais autrement, on joue typiquement dans l'ordre de quelques points de pourcentage d'augmentation de la charge foncière, de 1 à 3 ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'on est dans une situation où on pourra faire ça. Pour ce qui est du maintien de la charge foncière au niveau des commerçants, là, il va vraiment falloir attendre les décisions du conseil, mais ça ne va pas tarder. Là, ça va être fait au début du mois de janvier. Donc, vous avez identifié 3 priorités comme étant la crise du logement, la crise climatique et la crise de la COVID-19. Pouvez-vous parler de comment vous allez vous adresser à ces diverses crises? Au niveau de la COVID, c'est sûr que la COVID, ça a eu un impact sur toutes les organisations, toutes les entreprises, tous les ménages. C'est vrai pour les gouvernements municipaux, mais au niveau de la COVID, bon, on reçoit d'une part toutes sortes de prescriptions, là, je dirais, du ministère de la Santé publique, puis plus près de nous, du CISO. Nous, on fait ce qu'on nous dit de faire, puis on a reçu aussi, les municipalités du Québec ont reçu une aide financière en début de crise pour nous aider à contrer les impacts. Il y a quand même, je dirais, il y a des impacts sur les coûts, mais il y a eu toutes sortes d'impacts sur éventuellement les délais reliés à certains projets, le travail que doivent faire certains membres de l'organisation municipale qui n'auraient pas dû faire en temps normal. Mais notre partenaire prioritaire là, au niveau de la COVID, c'est vraiment la province, les autorités de la santé publique. Au niveau des changements climatiques, la pêche, on est devenu membre de l'organisation. C'est un réseau de municipalités, un programme qui est un programme de la Fédération canadienne des municipalités qui s'appelle le Partenaire pour la protection du climat. Même si à l'heure actuelle, on n'a pas encore une approche globale au niveau des changements climatiques, un plan global, on a quand même fait des actions qui sont en lien avec l'impact des changements climatiques. On essaie de mettre une visite, une lunette changement climatique là, dans les décisions qu'on prend. Puis, on est en train de se doter en fait, on a donné un mandat à une firme qui s'appelle Enviro Access, qui sont basés à Sherbrooke, pour nous accompagner dans les 3 premières
étapes du programme partenaire pour la protection du climat. Puis c'est la réalisation d'un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle, je dirais, à l'échelle de l'organisation municipale et à l'échelle communautaire. Puis ensuite, on se dote de cibles de réduction, de plan d'action à ces deux niveaux-là. Puis ensuite, tant bien que mal, on met en place le plan d'action. Puis là, le plan d'action nous permet d'appliquer sur une variété de programmes de financement, soit de la Fédération canadienne des municipalités ou du fédéral ou du provincial, en gros. Puis des fois, c'est un partenariat à travers tous ces partenaires-là. Puis je dirais qu'au niveau de la crise du logement, ben là, c'est sur toutes les lèvres. Là. Moi, je suis sur plein de commissions, comités régionaux, puis c'est à la base de plein de problèmes qu'on a, des problèmes sociaux, économiques. Puis les municipalités ont un certain rôle à jouer, puis on est l'emphase sur lequel on travaille actuellement, il est plutôt de l'ordre de la législation. On profite de la révision de nos règlements d'urbanisme suite à l'adoption du schéma d'aménagement pour se doter d'outils réglementaires qui nous permettent d'être plus, d'une part, flexible pour accepter des programmes innovants, des projets innovants en matière de logement familial, abordable, etc. Puis sinon, ben, il y a aussi des mesures là, qui sont prescriptives. Là, on a des nouveaux pouvoirs de, par exemple, inclure lors de développement immobilier, là, que des sommes soient versées qui sont dédiées dans le fond, à l'inclusion de logements abordables dans les projets de développement, par exemple. Et ça, c'est des outils qu'on progressivement qu'on met en place. Très bien. Est-ce que vous serez ouvert à l'idée de faire un appel d'offres pour les projets de logement social éventuellement? Oui, bien, éventuellement, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on a considéré maintenant. Donc, je peux pas vous dire si un jour le conseil va faire un appel à proposition. Par qui s'appelle le PPCMOI. C'est un outil, un peu comme la dérogation mineure, c'est un outil qui a un caractère discrétionnaire, qui est quand même, les projets sont quand même soumis à une consultation publique, mais là, on peut recevoir des idées vraiment innovantes en matière de logement, par exemple, puis choisir d'aller de l'avant. Puis, ça va toujours demeurer, il va toujours demeurer qu'un des partenaires prioritaires des municipalités, à mon avis, au Québec, ce sont les offices d'habitation. Puis, on a une bonne relation avec l'Office d'habitation d'Outaouais. L'Office d'habitation d'Outaouais a déjà plusieurs dizaines de portes sur le territoire de la pêche. Puis moi, je suis tout à fait ouvert. Là, puis on verra si le conseil est aussi ouvert à considérer, par exemple, si l'Office d'habitation avait des opportunités pour construire du logement additionnel, par exemple. Ben, je pense qu'on doit regarder ces opportunités. En termes de transport plus écologique, donc où est-ce que nous en sommes avec l'idée d'installer une borne de recharge électrique à haute vitesse? Ouais, allez-y. Oui, il y a des initiatives qui sont très comme c'est vraiment à l'échelle de l'organisation municipale pour avoir des bornes de recharge à proximité de bâtiments municipaux. Ça achemine lentement. On regarde ça avec le Credo. Mais ça avance. Puis avec le Credo aussi, il y a 4 municipalités de la MRC des Collines qui ont rejoint un projet très innovant là, en matière de transport puis de bornes de recharge électrique. C'est en partenariat avec le Credo. Il y a, si je ne me trompe pas, La Pêche, Chelsea, Quintley, Val-des-Monts. Le Credo et Communauto, qui, je pense que c'est une application au Grand Fonds Desjardins, fonds du mouvement Desjardins, pour éventuellement offrir des véhicules en autopartage, des véhicules électriques en autopartage dans différents secteurs où il y a plus de densité, là, sur le territoire municipal. Puis il y aurait des bornes de recharge électrique éventuellement qui seraient disponibles dans dans ces différents endroits-là. Fait que ça, c'est un projet qui avance là, avec le Credo, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Un conseil sur lequel je siège depuis quelques années maintenant là, pour la MRC des Collines. Très bien. Est-ce que vous avez une mise à jour sur l'état du Wakefield Spring? Est-ce que vous avez découvert quelle était la cause de la compagnie? Oui, on a, puis ça, si vous voulez voir là, sur le site web de la municipalité, je pense que dans la section service des travaux publics, là, on publie périodiquement les nouveaux résultats des analyses qui sont faites à la source. Vous voyez aussi la cadence d'analyse,
les normes à respecter. Puis la plus récente contamination, puis j'avoue, il y en a eu peut-être, de mémoire, il y en a eu 2 là, dans mon premier mandat. C'est arrivé à 2 reprises que je me rappelle. Ça arrive périodiquement, puis cette fois-ci, c'est un dépassement au niveau des normes à respecter pour les coliformes fécaux. Donc là, le risque associé aux coliformes fécaux, c'est vraiment relié à, par exemple, E. coli ou salmonellose. Donc, on ne sait pas, c'est quand même particulier. C'est une source profonde, quand même, c'est de l'eau souterraine à haut débit. Pourquoi on observe un pic en E. coli maintenant? Ça arrive, quand ça arrive, ça arrive parfois au printemps lors du dégel, mais maintenant, c'est quand même particulier. Donc, nous, on ne prend pas de chance. La marche à suivre, c'est quand on obtient un résultat non conforme, on ferme la source, on envoie un message recommandant aux gens de ne pas consommer l'eau qui aurait été puisée entre les derniers résultats conformes puis les plus récents résultats non conformes. Ensuite, on doit obtenir 2 tests conformes consécutifs. Puis là, je pense qu'on est en voie d'obtenir très prochainement le deuxième, puis le premier était déjà concluant. Donc, déjà, le premier test effectué suite à la contamination, il n'y avait plus de contamination. Fait que c'est vraiment sporadique, c'est quand même assez rare. Là. On est chanceux, mais quand ça arrive, on doit prendre les mesures qui s'imposent. Et puis la cause demeure inconnue, si je comprends bien. Ouais, j'avoue, là, je sais pas pourquoi ça arrive comme ça périodiquement. En termes du programme de compostage, ça serait quoi la date pour débuter ce programme? Puis ça, bon, il y a un certain, on se rappelle, là, on a travaillé avec Solinov pour l'implantation on a fait une analyse comparative là, entre le compostage domestique, l'implantation de la collecte de matières organiques résiduelles. Clairement, c'est avantageux là, pour la pêche, puis c'est le cas dans bien des municipalités de l'Outaouais maintenant, très rurales, puis des municipalités plus périurbaines comme Chelsea ou Cantley, par exemple. Donc, la date de mise en place qui est visée, si tout se passe comme il faut à ce point-ci, c'est début mars. Il faut comprendre, d'abord, on a obtenu différents financements pour se rendre où on en est maintenant. On a obtenu du financement pour l'achat des bacs de compostage, puis on termine au 31 décembre 2021 notre contrat actuel de collecte de matières recyclables et résiduelles se termine. C'est avec l'entreprise locale Aimé Fleury, d'Aimé Fleury. Donc, M. Fleury a décidé en fait, il arrête ses activités. Donc, on est actuellement, M. Fleury a accepté de poursuivre son contrat pour une durée additionnelle de 2 mois. Puis, on est depuis environ 1 mois à ce point-ci. On est en appel d'offres pour un nouveau contrat de collecte qui inclura la collecte de matières organiques résiduelles. La MRC aussi travaille dans le fond, à la modification de son certificat d'autorisation pour le centre de transbordement qui est situé à la pêche près des frontières de Cantley et de Chelsea pour faire du transbordement de matières organiques résiduelles. Puis éventuellement, ces matières-là vont être envoyées à Casa-Bazois. Donc, plutôt que d'être envoyées à la chute, là, parmi les déchets, là, peut être enfouis. Les matières sont envoyées tout près d'ici, à Casa-Bazois, puis seront compostées. Puis on pourra obtenir du compost de grade A, l'utiliser soit au niveau résidentiel, mais sinon au niveau agricole aussi. On a des entreprises agricoles qui vont bénéficier de cet apport-là en nutriments. Très bien. Sur votre site internet, donc, budget 2021 nomme 3 priorités, donc, dont la seconde est répertoriée comme étant l'amélioration de la communication, de la transparence et du service aux citoyens. Si tel est le cas, pourquoi est-il encore si difficile pour les citoyens anglophones de trouver des informations en anglais sur le site internet de la municipalité? Ouais. À ce niveau-là, puis on en a discuté à quelques reprises ensemble. La municipalité, on n'est pas une municipalité à statut bilingue, on ne pourrait pas l'être non plus. On a un haut niveau de bilinguisme. Certaines communautés, une petite fraction de la communauté qui est unilingue français, unilingue anglais, mais la pêche a un statut francophone. Maintenant, selon la loi, il y a des choses qu'on peut faire éventuellement. On ne peut pas tout traduire, on ne peut pas offrir des services comme le ferait par exemple, une municipalité bilingue qui systématiquement offrirait tous ses services dans les 2 langues, traduirait tous ses documents dans les 2 langues, mais on fait beaucoup.
C'est pas parfait, mais c'est déjà un bon pas. Puis quand on regarde des exemples de municipalités bilingues au Québec, faites l'exercice, vous pourrez le constater. Là. Quand vient le temps, par exemple, de traduire les minutes là, des séances publiques, par exemple, ou certains documents comme le zonage, quelque chose comme ça, même les municipalités bilingues ne traduisent pas tout systématiquement. Par contre, les municipalités bilingues peuvent, à la demande de citoyens, traduire des documents qui sont très spécifiques, par exemple. Mais on traduit déjà beaucoup. Donc, puis, il y a toutes sortes d'outils qui existent aujourd'hui. Les gens peuvent éventuellement poser des questions. Moi, je réponds à toutes les questions en séance publique. Là. Si les gens veulent des réponses en anglais, je vais les donner. Je pense on fait des efforts à différents niveaux, mais on peut pas tout traduire. Donc, est-ce que vous serez prêt à traduire des documents spécifiques à la demande des citoyens? Euh, il y a quand même des limites. Je vous donne un exemple. Le règlement de zonage. Le règlement de zonage est fait, à l'heure actuelle, notre règlement, je pense qu'il fait 400 pages. T'sais. Donc, non, on va pas traduire le règlement de zonage. Puis tous les règlements. Éventuellement, ces règlements-là, ils ont une valeur légale en français. Puis, on évite de traduire des documents dont le niveau de précision est aussi important. On utilise des documents français, mais on traduit beaucoup de documents, je dirais, qui touchent la gouvernance, par exemple, ou les grandes orientations, ou bien la communication citoyenne. L'info, la pêche est traduit dans les deux langues, mais on ne peut pas traduire tous les documents à la demande des citoyens. On n'a pas les ressources pour faire ça, puis on n'a pas le mandat non plus de faire ça. Donc, on essaie d'accommoder, mais on doit le faire de façon... on doit le faire de façon, je dirais, dans le respect là, du cadre législatif qui s'impose à nous. Est-ce que vous pouvez nous parler des divers comités qui font partie de la municipalité et surtout ceux auxquels les citoyens peuvent participer? Oui. Oui, si vous voulez voir, on a récemment révisé la liste des présidents et des membres des différents comités et commissions. Au niveau de la participation citoyenne, à l'heure actuelle, il y a participation citoyenne sur le comité consultatif d'urbanisme qui traite par exemple, des demandes de dérogation mineures, qui vont faire des analyses de certains projets de règlement d'urbanisme. Il y a la commission loisirs, culture et communautaire sur laquelle siège un bon nombre de citoyens. Il y a la commission agricole qui a commencé là, à travailler. On a commencé vers la fin 2020. Là, fait quelques rencontres. Fin 2020-2021 de mémoire. Là-dessus, il y a un membre qui est urbaniste de carrière, mais sinon, c'est des membres de la communauté agricole ou productrices locales. Ça, c'est des comités, des commissions qui sont plus, je dirais, récurrentes, qui travaillent à tous les années. Il y a des comités ou des sous-comités spécifiques. Par exemple, le comité pour l'adoption du plan particulier d'urbanisme de Saint-Cécile-de-Macham, où il y a une présence de citoyens, de membres de la communauté d'affaires. Puis, éventuellement, on veut aussi inclure une participation citoyenne au comité qui traite de l'environnement et des demandes au Fonds vert. Donc, ça, ce serait la prochaine où on fera un appel à candidature. Ça, c'est les grands. OK. Et si les gens veulent postuler pour ce comité-là, ils peuvent communiquer directement avec la municipalité? Moi, j'invite les gens intéressés, là, même quand on n'a pas fait d'appel à candidature, on va faire des appels à candidature périodiquement, au besoin ou selon les règlements constituant les différents comités. Mais les gens, je les invite à n'importe quand, là, regarder les commissions, les comités qui existent à l'échelle municipale, là où il y a participation citoyenne, puis de soumettre leur candidature par courriel avec une bref lettre d'intention, un peu leur parcours, leur expertise, etc. Puis c'est vraiment... Moi, pour avoir travaillé maintenant là, depuis 4 ans avec différents membres de la communauté qui siègent, c'est un apport vraiment important. Là, puis c'est un travail qu'on remercie évidemment. Très bien. Donc, à partir du mois de janvier, les séances seront tenues en personne, les séances du conseil. Ce sera donc à Saint-Cécile-de-Macham à la mairie, c'est ça?
Non, c'est à la salle des jardins. Dans le bâtiment actuel, là, il n'y a pas l'espace requis pour faire des séances publiques, mais dans le fond, la salle, il y a une salle communautaire juste à côté, annexe au complexe sportif, là, dans le fond, à l'aréna à Saint-Cécile-de-Machane. C'est là où il y avait eu l'élection, entre autres dans le secteur de Machane. Donc, les séances reprennent. Ben, en fait, ce qu'on vise, là, si la situation avec la pandémie le permet au retour des fêtes, on vise un retour en présentiel le 17 janvier. Mais par contre, on va continuer d'offrir l'accès aux séances via la plateforme Zoom. Donc, on travaille sur un modèle hybride où on va continuer à... Les gens pourront venir en présentiel via Zoom, puis on va continuer d'enregistrer les séances et de les diffuser par la suite sur le site Internet. Très bien. L'horaire des séances est affiché au calendrier, c'est ça? Oui, exact. Ouais, il y a quelques exceptions à différents moments de l'année, comme par exemple la séance de janvier, c'est le 17, mais typiquement, c'est le premier lundi de chaque mois, à moins qu'il y ait un congé férié. Le premier lundi de chaque mois à 19h30. Excellent. Merci beaucoup, Guillaume. Merci.